Salut à tous et bienvenue dans cette 4e émission de la saison 5 de The Call. Nous sommes très heureux de vous réaccueillir pour cet épisode avec énormément de monde autour de la table que je vais me faire un plaisir de vous présenter. On va repartir sur une émission beaucoup plus classique cette semaine après la triple interview de la semaine dernière en public. Là on est entre nous et on est entre gens de Charles de Gaulle, de Malherbe et c'est très bien. Donc je vais me faire un plaisir de vous présenter d'abord Hugo Adam. Bonjour. Hugo Adam qui est toujours l'homme à tout faire et qui va encore une fois nous parler de jeux vidéo. De quel jeu vidéo vas-tu nous parler aujourd'hui ? Je suis un peu en retard, mais je vais vous parler de Cuphead. D'accord, oui, forcément. Il fallait bien en parler à un moment ou à un autre. Alors on a un passager clandestin, il y en a à toutes les émissions, c'est Arthur Simon. Bonjour. Qui vient de Charles de Gaulle et qui est là pour rien si ce n'est écouter et c'est déjà très agréable de sa part. Ça va, t'es content d'être là ? Ouais, ça va, c'est cool honnêtement. Bon bah super. On a aussi le retour de quelqu'un qui n'était pas venu depuis quelques mois, Luna Debris, qui a pourtant participé aux saisons 3 et 4. Oui, c'est moi, mais arrête d'écorcher mon nom. Luna Debris. Oui, c'est ça. Voilà, c'est beaucoup mieux. Je sais plus d'où ça vient ça. Oui, Samuel ? Au bourrelet de brebis. D'accord, et justement, quand on parle de toi, Samuel, je vous réintroduis Samuel Grandon, qui vient de Malherbe. Bonjour. De quoi vas-tu nous parler aujourd'hui, Samuel Grandon ? Alors aujourd'hui, je vais vous parler encore d'un livre, cette fois-ci que j'ai pratiquement terminé. Non. Si. T'as dépassé l'introduction ? Bah ouais, c'est incroyable de le dire, mais j'ai même dépassé la page... J'ai dépassé la page 190. D'accord. Donc, ce qui est plutôt un bon bilan. Et du coup, c'est Big Sur de Jacques Kerouac. Ah, Jacques Kerouac, un auteur que tu connais peu, non ? Oh, je commence De façon- à bien connaître. Ah oui, mais c'est pas une connaissance superficielle, d'accord. Ça fait quelques années. Un nouvel arrivant aussi pour cette semaine, j'ai un plaisir de vous introduire, Mathieu Gulanis Éloi. Salut. Tu vas bien ? Ouais. De quoi tu vas nous parler aujourd'hui ? T'as une Alors- nouvelle chronique ? Aujourd'hui, c'est chronique politique sur l'extrême droite. D'accord, on va se faire plaisir. Et je me fais un plaisir aussi de vous parler de Juliette, qui est là dans un coin, et qui va pas forcément dire grand chose, mais qui va prendre quelques photos de nous que vous pourrez sans doute retrouver sur le Facebook de The Call, ou sur la nouvelle chaîne YouTube qu'on vient tout juste d'ouvrir. Je pense qu'on va commencer, et on va commencer tout de suite avec la chronique politique de Mathieu. Alors Mathieu, de quoi s'agit-il ? Alors, j'ai longtemps hésité sur le thème de cette première chronique. Wauquiez, leader d'une droite de droite, l'écriture inclusive, l'enjeu de l'humanité, Macron, descendant de Louis-Philippe, etc. Mais j'ai pensé qu'il valait mieux faire un tour d'horizon de l'échiquier politique en replaçant tous les acteurs principaux et leurs idées ainsi que leur historique. Ça nous permettra de faire une synthèse de la scène politique actuelle pour ne perdre personne. Pour cette première chronique, nous allons voir et parler de l'extrême droite. Alors, à ce que l'on appelle l'extrême droite, le Front National. Racontons l'histoire de ce parti. Le FN est issu de Occident, qui pour faire court est lui véritablement d'extrême droite, reniant donc la démocratie, faisant l'apologie de la pureté du sang, ayant comme référence Brasillac, Céline et Maurras. À partir de là, les présidents de ce mouvement iront chercher un certain Jean-Marie Le Pen, considéré alors comme très soft, et pouvant être la victime du nationalisme en France. Le Front National naît en 1972 avec à sa tête Le Pen père. Il se présentera plusieurs fois à la présidentielle, se hissant à un niveau correct seulement après la médiatisation de celui-ci grâce à Mitterrand. La ligne du parti est anti-immigrationniste, pour la peine de mort, libérale. Cette ligne amènera Jean-Marie Le Pen au second tour de l'élection à l'Élysée en 2002. Il sera battu par Chirac à 80% contre 20%. Petite anecdote, Chirac refuse le débat traditionnel d'entre-deux tours. En 2011, Marine Le Pen est élue présidente du parti contre Bruno Gollnisch. C'est à peu près du 70-30. De là, la fameuse stratégie de dédiabolisation est mise en place. Le folklore d'extrême droite est mis à l'écart, la ligne politique varie pour se positionner sur des valeurs de droite. Sécurité, valorisation du travail, anti-immigration, mais avec une politique économique de gauche. Souverainiste, étatiste, retraite à 60 ans. Le parti devient plus respectable avec de nombreux hauts fonctionnaires rejoignant le mouvement. La dédiabolisation fait sauter le bipartisme en France et permet au FN de devenir un mouvement incontournable. Au jour d'aujourd'hui, Marine Le Pen est présidente du Front National. Le parti est dans un flou total, partagé entre les chefs souverainistes et les différents cadres libéraux et identitaires. D'accord. Merci beaucoup. Je suis vraiment content qu'on ait une chronique politique sur cette radio parce que c'est un sujet qui devrait, entre guillemets, tous nous intéresser en tant que lycéens. Et voilà, je suis très content. Je sais pas si c'est nécessaire, mais j'aime beaucoup le sous-entendu ouvert que tu fais ou en quelque sorte, tu me dis si je me trompe, mais t'assumes que Mitterrand a quasiment créé le Front National, étant donné qu'il a fait toute sa campagne promotionnelle, médiatique, tout ça. Ah oui, on peut le dire, Mitterrand, en recevant les lettres de créance
des diplomates parlent à Roland Dumas en lui disant que ce serait bien quand même que le Front National ait du temps d'antenne, etc., qu'il puisse s'adresser aux électeurs. Et ça, c'est toujours, pour moi, assez incroyable à entendre et ça me retourne toujours un peu le cerveau, voilà. Bon. C'est logique quand on y pense. Oui, en fait, c'est très logique. Mais c'est assez attristant. Ouais. Si personne ne souhaite ajouter quoi que ce soit, on va passer à... Non? Ouais, il y a juste un truc. À un moment, quand tu parlais du fait que le FN découlait d'Occident, tu disais qu'Occident était pour le coup un vrai parti d'extrême droite, mais du coup, ça veut dire que le FN n'est pas un vrai parti d'extrême droite en comparaison ou... Je veux dire que le parti, le FN aujourd'hui, enfin, avant le départ de Philippot, je le considère plus comme un parti souverainiste avec des thèses d'extrême droite sur l'immigration, etc., mais économiquement de gauche, quoi, avec Philippot. D'accord, faut que je me renseigne dans ce cas-là. Parce que... Non, mais c'est vrai que, enfin, à chaque fois, Mathieu, tu me dis si t'es pas d'accord, mais c'est le protectionnisme, la sortie de l'Europe et tout, c'est des trucs qu'on retrouve parfaitement chez France Insoumise ou le PCF. Économiquement, c'est vraiment France Insoumise, quoi. Non, mais complètement, enfin, on voit souvent sur Facebook des gens qui disent en fait France Insoumise c'est le FN à gauche, quoi. Ça se discute, mais voilà. Bon, et si ça ne dérange personne, on va peut-être passer à la chronique suivante. La chronique de celle qui vient, l'enfant prodigue qui est de retour, Luna Debris. Donc, une chronique non chronique en fait, absolument pas chronique de la part de Luna Debris. Exact. Un quiz, de quoi s'agit-il? Alors, je sais pas si vous connaissez, il y a une chaîne donc qui a fait ça et j'ai trouvé ça cool. C'est Studio Vrac, donc voilà, c'est plutôt connu. Et qui a fait, c'était sa première vidéo d'ailleurs. C'était l'âge en gros des personnages, de l'univers, je sais pas, de dessins animés ou de bandes dessinées ou de jeux vidéo ou des vraies personnes qui existent. Et ils demandaient leur âge. Donc c'est un truc, on se rend pas compte, mais c'est pas forcément évident et je l'ai. Non, ça m'a même l'air très difficile en fait. Ouais, je l'ai testé sur des gens, aujourd'hui sur mes amis, et puis bon, il y en a rares sont ceux qui ont eu la bonne réponse, quoi, mais bon, on verra, j'en ai mis un peu pour tous les goûts, donc Est-ce qu'on voilà. peut avoir une bonne réponse? Ah oui. Ok. Moi, il y a certaines que je connaissais. Et voilà, j'aimerais savoir d'abord qui participe. Moi je participe. Moi aussi. Enfin, on va tous participer. Arthur, tu participes? Ouais, bien sûr. Juliette, tu participes? Bah, ça fait plaisir. Bah, en tout cas, on est vraiment sur. Enfin, je me sens assez mal d'être placée juste après la chronique politique parce que là. Il faut bien rigoler à un moment, c'est bon. Exactement, faut se détendre. Moi, je trouve ça drôle, la politique. Ouais, l'Occident c'est vachement marrant. Ça pourrait être leur slogan d'ailleurs, l'Occident c'est vachement marrant. Et donc, le premier personnage, c'est un personnage de dessin animé, j'espère que tout le monde connaît. C'est Ben 10. Ah oui. Aucune idée. 16 ans. Oh, moins. Et bah, justement, lui, je savais. Voilà. Ça peut paraître. 16 ans ou 14 ans. Moins, 12. Mais je le trouvais stylé, donc il devait avoir un chiffre pair comme âge. Qu'est-ce qu'il faisait déjà, Ben 10? En fait, Il il avait avait un une bracelet. montre. Un bracelet. J'avais le même. Et il tournait, il se transformait en plein de aliens. C'est ça, oui. Oui, c'est vrai qu'il les vendait, les bracelets. Du coup, je ne sais pas, Ouais. moi, personnellement. Et moi, je dirais 12 ou 11 ans. J'ai un très bon souvenir d'animation, je me demande si elle était vraiment bonne ou pas. Moi je dis 14 ans. Et personne d'autre se prononce. Moi, je pencherais plutôt pour 10 ans. Ouais, et 10 ans, je pense. donc, qui dit quoi? 12. Putain, le mec, et sa vie quand même à 10 ans, c'est un peu chaud. Non, bon, moi je reste sur 14. Je vais dire 13. Bon, bah, il y a un petit perfect. C'est Arthur. Mais ça, Voilà. faut l'avoir dans la même classe que soi, hein, ça se comprend. Ah non, mais en fait, moi, je me suis dit, Ben 10, bah, ouais, voilà, il doit avoir 10 ans. Et j'ai regardé et je me suis dit, quand j'ai vu les images, je me suis dit, mais oui, il a l'air vraiment jeune. C'est incroyable cette intelligence pragmatique. Donc, la réponse, c'est dans la 503 au question. carré. Je pense pas que ça. D'accord. Donc, la deuxième personne, c'est une fille dans les Totally Spies, c'est Alex, et c'est la plus jeune. Voilà, et elles ont pas toutes le même âge. Elles qu'on vont est au majeur lycée, normalement. Ah merde. Elles sont au lycée. Ok. Je 17 ans. Ouais, pareil. Je crois que c'est un lycée, ou alors c'est un lycée-collège, mais je crois High qu'à cet school. âge-là, on est au lycée. 16. Elle ferait bien plutôt 15 ans. Oula, attention, ça tirer, faudra le baisser ça. Et donc, Excusez-moi. Je suis sûr qu'Arthur va encore avoir bon. Ça me fait bader. pas de prononciation sur la gauche. Ouais, 15-16 ans, quoi. Ok, bah, c'était 14 ans. Donc, Arthur 2 points et Mathieu, c'est ça? Ouais. 1 point.
Elles le font pas du tout, c'est abusé. Alors, un personnage réel, une femme, une chanteuse très connue, Katy Perry. Là, pour le coup, j'en ai aucune idée. J'ai peur de dire une connerie, alors je vais pas le dire, mais à mon avis, elle fait beaucoup plus vieille qu'elle en a Ah l'air. non, mais moi, quand j'ai vu là, je me suis dit, ah, c'est pas du tout ce que je pensais. 42. Ouais, Oh, je suis peut-être pas d'accord. autant. C'est ma Je dirais réponse à qu'elle toutes fait- les questions. Mais moi aussi, j'ai envie de dire 42. Mais non, mais oui. Non, en plus, 35 à la limite. Non. Un peu plus. 40. Non, non, non. Oh, les 42, c'est beaucoup plus logique. Je suis sûr qu'on est plus proche de 42 que de 35, sérieusement. Eh bien non, Ah merde. c'était 33. Ah, là, Donc un point pour Hugo. Voilà. Alors, le quatrième personnage, c'est Jon Snow, au début dans le livre. Il a 13 Sachant ans. qu'il a 17 ans dans la série au début, et dans le livre, quel âge a-t-il? 14 ans. je m'en souviens plus. Est-ce qu'il aurait pas 21 ans? Non, il est encore plus jeune dans le livre. Il est encore plus jeune? Ah ça, c'est à vous de voir. Moi, je pense qu'il est encore plus jeune. Comme Daenerys. Non, je reste sur 21 ans. Ok. 12. Eh bien bravo Maxime, c'était 14 ans. Merci. Bien que t'aies dit 13 au début. T'aurais pu être sanctionné. Et donc une autre personne que moi-même je savais étonnamment, c'est Bart dans Les Simpsons. 13. 16. Plutôt 13 ou 12. 12 même. Je crois que je surestime beaucoup trop les âges. 12 aussi. C'est vrai que tu surestimes beaucoup trop les âges, Maxime. Ah ouais. Eh bien c'était 10 ans. Ah, il va à l'école primaire, non? Mais c'est quand même un sacré petit con. Hein. C'est un truc de fou. Bah non mais ils sont dans la même classe avec sa sœur et sachant qu'il est plus grand que... Il a 2 ans de plus qu'elle. Ouais. Voilà. Que c'est un petit garnement. Alors là, ça va être un âge, donc je savais pas si je devais la mettre, mais j'étais assez fière de l'avoir trouvée parce que T'as dû faire des difficile. calculs. Ouais, c'est ça. Et donc c'était entre un âge et un autre âge, et c'est Ondine dans Pokémon. Entre le début de la série et la fin de la série. Non, c'était. Ah C'est ouais, une peut-être. estimation. Ah ouais, peut-être. Non, je pense que d'accord. Je pense que c'était ça, et du coup bah. Entre saison 1 et Du coup- saison 542. Du coup bah là. Du coup bah dans la saison 1, Ondine avec son Togepi. Elle a 10 Elle a ans, la je crois, comme... Comme Sacha. Oui. Mais elle a pas genre un an de plus Sacha a que 10 Sacha ans. comme Pierre. Pierre, il a un an de plus que Sacha, non? Parce que bon, si Pierre a 11 ans, il a un problème, Pierre. Ça a l'air sacrément vieux, non? Pour 11 ans. Ah, mais je me dis déjà à 11 ans être champion d'arène. Ça peut être Putain, c'est la classe. C'est comme les Beyblade. Hein. C'est comme les quoi? les Beyblades. Non, bah, moi je dis 11 ans. Et à la fin, 21 ans. Non, elle grandit que de. Elle grandit pas, je crois. Si, elle grandit de 4 ans. Ok, donc du coup 15 ans. Donc, combien? Elle passerait bien Au de début. 12 à 16. 12 à 16, je dirais aussi. 10 à 14. C'était de 11 À à 15. 15. Oui. Non, mais je voulais vérifier si je m'étais pas trompée. La saturation. Et voilà, Mathieu, si tu veux te prononcer, n'hésite pas. Parce que je sais pas, du coup, je vais peut-être un peu trop vite. Alors, récapitulatif. C'est pas qu'on est gens, on prend du temps pour réfléchir. Récapitulatif des points. Arthur, 2, je pense. ouais, 2. Hugo, 1. Moi 3. Maxime, non. Mais si. Non, Ok, pardon. 1. J'ai cru, hein, désolé. T'as 1 pour Jon Snow. Et pour Ondine, T'as dit combien? 11-15. C'est vrai? Ouais. Bah, Ah merci, d'accord, merci. ok, d'accord. Bon bah t'as 2 points. Mathieu, 1 point. Samuel. 0. Donc on sait pas qui a gagné, mais on sait que Samuel a perdu. Oui, à ce stade. J'aime pas ce jeu. C'est ça qui est important. Ah non, pas du tout, il peut bien Ah, se il y rattraper. en a encore, d'accord, pardon. Il en reste 5. Ok, Ah oui. ok. Ok. Alors, Morty dans Rick et Morty. Oulou. 8 ans. 9. Hey Rick. J'espère que tout le monde connaît. Hein. Alors il y a eu 7 ans, 8 ans. 9 ans. Eh bien, c'était 14 ans. Il a 14 Ok, ans. la tendance est inversée pour moi. Oui, c'est clair. Alors, avant dernière personne, Barack Obama, aujourd'hui. Là, 55. Voilà. c'est au hasard. Bah, Totalement. je me dis qu'il est président, donc il doit être un minimum vieux, et puis... Il dit il a fait 5 mandats de 5 ans. Non, puis je sais pas, il a pas l'air si vieux comme ça de visage, mais bon... 55, ça me paraît bien. il est plus jeune que Trump. Or Trump a à peu près 60 ans. Ouais. 55, moi de 60 à 55, je le vois pas. Je dirais plus autour de 40. Moi, je pencherais plutôt pour les 50, 51, peut-être. Et moi je dis 42. Moi, je dis 53. Ouais, moi aussi je dis 53. Moi, je vais donner le point à Hugo parce que c'était 56 et voilà. Putain. Pour l'avoir dit comme ça. Ah, il le fait pas. Il fait jeune, hein, ouais. Alors, nouvelle personne, Éric Zemmour.
90 ans. Ouais, il est vieux comme la connerie, c'est ça. Ah, mais il a des rides. Ah, quand je suis allée voir sur internet, c'est vrai, non, c'est vrai. Eric Zemmour sans maquillage. Carrément. Euh, Non, bah. J'espère qu'il est plus vieux que Barack Obama, quoi. Oui. Bon, bah. 62. Ouais. 64. 62 aussi. Je dirais plutôt 70. Je dirais 58, moi je pense. 70, c'est hard, hein. Bah, je pense que je vais donner le point à Mathieu. C'était 59. Ah, Ah, il y a que 4 ans de plus, hein, c'est incroyable. Alors, avant-dernier personnage. Quel âge a Elsa dans le film La Reine des Neiges? C'est celle qui a les cheveux blancs. Voilà. Ouloulou. Bon, il doit être super jeune. Ouais, 12 ans. Elle est quand même plus grande que sa sœur. Bah 18 ans, à mon avis. Et sa sœur, du coup, si c'est pas Elsa, c'est la Reine des Neiges. Et, Oui, non, mais non, c'est Elsa, c'est C'est Elsa. la Reine des Neiges. D'accord. Elsa, J'aurais c'est la peut-être Reine dû des finir Neiges le qui film. a les cheveux blancs. Celle qui D'accord. chante Libérée, délivrée, celle. Ok, et l'autre, c'est Emma. Non. Je sais plus. Ok. Bah. 18. 18. 18. 18 parce qu'elle est un peu sexuée, je crois, dans le film. Non? Bah 18 parce qu'elle devient reine, peut-être. Ouais. Ouais, mais c'est un peu parce que ses parents sont morts. Bah voilà. Ah, Chouette. Oulélé. Et donc, bah oui, elle a l'âge, mais elle a 21 ans. Ok. Voilà. Et donc, c'est ni un personnage, ni une personne. C'est depuis combien de temps existe la licence Pokémon? ouh, ça je sais. Depuis. Plus de 25 ans, je crois qu'on est sur la 28e année. Si je dis pas de bêtises. Est-ce que je peux piffer une date de création? Vas-y. Je piffe 1991 juste. 91, je crois pas. Je sais plus. Ah, je sais plus. Bon. On a un nouvel arrivant, c'est Sophie Laporte de Malherbe que vous avez déjà vu dans la deuxième émission de la saison 5. Bienvenue. Donc, du coup, c'est depuis combien de temps? Ouais, depuis combien de temps a été créé Pokémon? Mais il y a eu une fête pour les 25 ans? Oui, Ok. oui, oui. Donc, C'est pour ça, je crois que 28. 26 ans. C'est 28 ou 27, mais je saurais plus dire exact. Je te fais confiance, 27. 28. Ouais, je dirais 28 aussi. Bah écoutez, moi j'ai trouvé 21 ans. Ah, tant Et pis. c'était la fête pour les 20 ans, il me semble, parce que vraiment j'ai été regarder. Et les 25 ans, c'était pas pour Zelda plutôt? Peut-être. On n'aurait pas dû te faire confiance. Ouais, notre chroniqueur sur le jeu vidéo, il s'y connaît pas trop. Inefficient. C'est un peu la... T'avais combien de points, Arthur? Deux. Deux toujours, ouais. Et Mathieu aussi? 2, ouais. Et toi aussi? Ouais, c'est la stagnation, ouais. Bon bah c'est une superbe égalité. Non, Samuel. Oui bah... Heureusement que t'es là, Samuel. Le grand perdant. Bah, merci beaucoup, Luna. Ouais bah voilà. Je pense qu'on va maintenant passer à la chronique jeux vidéo de Hugo Adam. Dans un instant. Parlons de jeux vidéo. De design, de gameplay, de narration. Donc, Hugo Adam, tu vas nous parler de Cuphead, parce que tu es bien obligé d'en parler comme tout le monde. Eh bien oui, parce que même si je suis un peu en retard sur mon temps quand même, fallait que je vous en parle parce que bah, c'est un jeu que je voulais vous parler tout simplement. Et du coup, bah, rentrons directement dedans. Cuphead est un jeu développé par MDHR, un studio de développement indépendant canadien, mais surtout par deux frères, Chad et Jared Moldenhauer, qui voulaient rendre hommage aux cartoons des années 30 en proposant un jeu dans le même style visuel que les vieux cartoons Disney ou ceux de Max Fleischer. Mais bon, en soi, il suffit de poser 2 secondes les yeux sur le jeu pour s'en rendre compte. Les personnages, les designs, les bruitages, les musiques, tout dans le jeu transpire les années 30 à plein nez, et c'est d'ailleurs ce qui a en premier lieu attiré les regards sur le jeu. Son atmosphère complètement nostalgique, un peu niaise, cartoon au fond, qui a fait que les gens se sont intéressés à Cuphead. Bon, la vidéo complètement honteuse d'un journaliste qui bug pendant plus de 15 minutes sur le tutoriel a aussi pas mal fait parler du jeu, parce que bah, c'est quand même eux qui ont un certain pouvoir sur les ventes de jeux, et quand on voit que Leur arrivent pas... métier est fini. oui, voilà. Enfin bref, c'est vraiment n'importe quoi. Mais bon, heureusement, il n'y a pas que l'aspect visuel qui a fait de lui un jeu à succès, il y a aussi son gameplay mi-hit and run, mi-shoot 'em up, et en quasi full combat de boss qui a beaucoup plu. Alors un shoot 'em up, c'est en gros, tu contrôles un truc qui vole et tu tires sur des trucs. Je vois malheureusement pas trop comment je pourrais vous l'expliquer plus clairement, mais si vous voyez ce que c'est que Space Invaders, alors vous voyez ce que c'est qu'un shoot 'em up. Un hit and run, bah, c'est un shoot 'em up, mais avec un personnage à pied. À savoir que les deux genres peuvent se jouer soit en défilement horizontal, soit vertical. Bon, on dit scrolling normalement, mais vu que c'est la première fois, je vous fais cadeau de la traduction.
Ici, ce sera donc du scrolling horizontal. Nick contrôle Cuphead, un personnage à tête de tasse, dans sa quête pour aller chercher 30 âmes de boss afin de remplir son contrat qu'il a passé avec le diable. Fort heureusement pour lui, notre héros à la tête de boss sait se défendre. Vous aurez donc la possibilité de sauter, tirer dans 8 directions différentes, dasher, et bien d'autres pouvoirs que vous pourrez acheter en cours de route. Mais surtout, Cuphead est dur. Dans son optique de vraiment proposer une expérience old school, les développeurs ont décidé de régler la difficulté comme dans les anciens jeux, là où les shoot'em up en étaient à leur âge d'or. D'ailleurs, Cuphead a à peu près la même raison que les vieux jeux d'augmenter sa difficulté, parce qu'un jeu plus dur met plus de temps à finir, et ça permet donc d'allonger la durée de vie du titre. Et le jeu n'est pas très long, entre 10 et 14 heures environ pour terminer. Cependant, le jeu est dur mais juste. C'est pas le genre de jeu où vous allez mourir sans savoir pourquoi, parce qu'ici, c'est la répétition et l'apprentissage des patterns qui vous permet de vous défaire d'un boss, comme à l'époque. Dans ce jeu, il n'y a pas de place pour le hasard. Tout se jouera sur votre capacité à surmonter les obstacles qui se dresseront sur votre route. Votre patience sera clairement mise à rude épreuve et faudra pas vous étonner de passer parfois plus de 45 minutes sur le même boss. C'est justement tout le sel du jeu. Bon, pour une fois, j'ai moi-même acheté le jeu pour essayer et ok, il est dur. Mais c'est pas non plus le jeu le plus dur de tous les temps qu'on nous rabâche partout. Beaucoup de gens sont allés se plaindre sur internet parce que oh là là, le jeu il est dur, dis donc. Hein. Mais je trouve que c'est quand même assez exagéré. Le jeu est dur car c'est un die and retry et c'est clairement pas le plus dur d'entre eux. Donc si vous entendez quelqu'un vous dire que le jeu il est nul parce qu'il est dur, l'écoutez pas. Il est con. Cependant, si la patience n'est pas votre fort, je vous déconseille quand même le jeu, parce que bien que l'incroyable bande-son vous permette de tenir peut-être 5 à 10 minutes de plus, ce n'est clairement pas fait pour vous. Et si, après toutes les mises en garde, vous vous sentez quand même de taille, l'aventure vous attend pour seulement une petite vingtaine d'euros sur Steam et Xbox One, et je n'ai plus qu'à vous souhaiter bonne chance. L'écoutez pas, il est con. Je me suis cru dans le 36-15 du Zul, quoi. Ouais, Directement. C'était trop bien. Non, mais par contre, moi, je me pose juste une question. C'est genre, j'ai un problème avec Cuphead. Ah. Qui est un peu mon rapport au jeu vidéo. C'est genre, pourquoi faire un jeu très difficile pour 10-14 heures de gameplay, tu vois. Genre, pour moi, plus un jeu est court, plus il a intérêt à utiliser des techniques narratives. Tu vois, genre... Il n'y a pas de narration. Mais justement, et là, il n'y a pas de narration, et c'est ça qui me perturbe. En fait, plus un jeu est court, plus j'aime qu'il y ait de la narration, et plus un jeu est long, plus il a intérêt à utiliser du gameplay, tu vois. Et donc Cuphead, c'est un jeu à gameplay, c'est un jeu à la Dark Souls, quoi. Mais pour juste 10-14 heures, quoi. Alors que dans Dark Souls, ce qui est cool, c'est que t'en as pour une bonne dizaine de jours, quoi. Oui, mais... Il y a beaucoup de narration dans Dark Souls aussi. Oui, mais la narration de Dark Souls vient du gameplay. Donc c'est un autre truc. Ouais. Oui, mais en attendant, Dark Souls n'est pas dense. Tu passes beaucoup de temps à faire des allers-retours, à tuer des ennemis, à rien faire. C'est vrai. Alors que Cuphead, t'es 10-14 heures, c'est 10-14 heures à vraiment tryhard au maximum pour essayer d'y arriver. Et une fois que t'as passé tes 45 minutes et que t'as réussi, tu les as sentis les 45 minutes parce que t'as réellement passé 45 minutes à vraiment jouer. Mais du coup, c'est un peu une expérience arcade. Je sais pas, moi je le vois un peu comme ça. Et c'est fait que j'ai un peu une barrière. Arcade, je sais pas si c'est vraiment ce qu'on peut proposer parce que, enfin, c'est vraiment un die and retry dans l'âme. C'est tu meurs, tu recommences, tu meurs, tu recommences, tu meurs, tu recommences. Si on propose ça sur arcade, je pense qu'on perd vite son argent. Quand même. Le seul jeu que je vois comme ça, qui a un die and retry hardcore et très court, c'est genre les Hotline Miami, tu vois. Mais, Ah oui, oui. Et je sais pas ce qui faisait la différence dans les Hotline Miami, mais c'était aussi vraiment ouais, non, bah du coup là il y a une ambiance aussi. Non, mais je ferme ma gueule. Non, mais il est bien le jeu. Ouais, non, t'as raison. Cuphead et Hotline Miami sont assez similaires en fait dans l'ensemble. Mais c'est vrai que la bande son est complètement dingue par contre. Oui. Ah oui, oui. C'est assez fou. Ah non, mais même moi je parle en semi-joueuse, on va dire. Bon, ça m'arrive à jouer à des jeux en vidéo. Et non, j'essaye d'être au courant, quoi, mais Cuphead, j'en ai forcément entendu parler. Et en fait, moi j'ai trouvé. Enfin, ça m'a donné de l'espoir de voir que les gens ont été vraiment attirés par ce design-là. Parce que. Les jeux indépendants. C'est surtout ce qui m'a touché, quoi, parce que vraiment, c'est magnifique du début à la fin. J'ai regardé à peu près la tête de tous les boss, même sans y jouer. J'ai trouvé ça super cool. Et rien que ça, je me dis, c'est cool juste de pouvoir montrer son talent à travers par exemple les jeux vidéo et être reconnu pour ça et du coup qu'on mette de la valeur en ce que t'as fait. Non mais carrément, et en plus le rapprochement entre jeux vidéo et dessins animés des années 30, je sais pas comment il a germé dans la tête d'un mec, quoi. Mais c'est complètement fou, mais ouais, il met presque mal à l'aise. Des fois il y a vraiment quelque chose de très glauque dans ce jeu vidéo, dans l'ambiance qui
Bah non, Les mais vieux dessins animés avec des messages cachés et tout. ouais, exactement. Puis des fois, t'as vraiment l'impression d'être au milieu de toutes les névroses d'un gros psychopathe. Et... Tu changes la musique et c'est fini en vrai. Hein. c'est un peu Il y a un ça. petit son lancinant, Mhm. l'expérience devient tout autre. Déjà beaucoup plus Dark Souls quoi. Par contre, Dark Souls avec du jazz. Ça c'est sympa. Tu te crois en vacances dans le nord quoi. Non mais c'est vrai. Bon, on va peut-être arrêter là, non? Oui, bah, Ok. Bon, et vu que tu rigoles justement, on va passer à toi Samuel pour bien. la chronique roman avec un jingle roman. On sait pas du tout ce que ça va donner, mais on va faire avec. Votre activité préférée? L'écriture. En fait, c'est pas très compliqué parce qu'il suffit de lire. But it is a very important part of my life. Très bien. Donc, Samuel, tu vas nous parler de Jack Kerouac, que C'est tu connais ça. un peu. Bah oui, parce que ça fait un bout de temps que je suis tombé sur lui et que je lis ses bouquins. Alors Jacques Kerouac, je pense que pour vous parler de Big Sur, c'est très important de vous le présenter en fait. Donc, Jacques Kerouac, c'est le descendant d'un immigré breton donc au Canada. Et il fait partie des principaux écrivains du XXe siècle aux États-Unis en gros. Notamment, il est connu pour avoir inspiré les mouvements comme ceux des hippies en étant en chef de file du mouvement de la Beat Generation. Donc en gros, la Beat Generation, c'était des types qui pour la majeure partie avaient été des Marines, ou en tout cas avaient travaillé pour l'armée américaine pendant la Seconde Guerre mondiale, mais qui gardaient un peu un côté intello, beaucoup étaient poètes ou écrivains ou musicos. Et après la Seconde Guerre mondiale, il y a eu une espèce d'effervescence qui a fait que la jeunesse américaine était totalement paumée. Et du coup, ils ont commencé à consommer des drogues, à essayer de se défaire un peu de la culture judéo-chrétienne environnante. Notamment Kerouac, qui lui a une éducation catholique et pas protestante, hein, parce qu'il est quand même descendant de français, une éducation catholique pure et dure. Sur la fin de sa vie, a mélangé son catholicisme avec un espèce de bouddhisme pour aboutir à une religion un peu tentaculaire qui va piocher tout ça, partout. On en est un peu tous là. Et du coup, alors Kerouac, il est surtout connu pour son bouquin Sur la route, qui a été publié en 57, où il raconte ses voyages avec son ami Neil Cassady à travers les États-Unis, totalement ivre, au bord d'une voiture, où Neil allait voir ses maîtresses à peu près dans tous les États existants aux États-Unis. Et c'est assez particulier parce qu'il est à la fois dans un délire de dépravation totale, où il va consommer de la benzédrine, des hallucinogènes. De la benzédrine. Benzédrine, en gros, c'était un médicament qui était encore en vente à l'époque et que pas mal de poètes utilisaient pour ses vertus. On va dire que ça donnait de l'inspiration. Ok. Pour parler poliment. Mais en fait, à côté de cette dépravation-là, il y a toute une quête spirituelle qui est complètement dingue. Ce qui fait que dans ces bouquins, on va pouvoir trouver des passages où ça va à fond la caisse, où on va sentir vraiment la frénésie de la vie qu'il mène. Et à côté, il va y avoir au contraire des moments d'extase, mais vraiment quelque chose de presque religieux, en tout cas spirituel, qui vont être très agréables. En fait, les bouquins de Kerouac, vu que c'est des semi-autobiographies, dans le sens où il va vraiment raconter ce qu'il a vécu avec ses potes sur la route, mais en même temps il va intégrer, du fait de la consommation de drogue justement, des éléments un peu fictifs. On peut trouver un peu de tout et de n'importe quoi en fait dans ces livres. À boire et à manger. Exactement. Par exemple, dans Big Sur, on va avoir des méditations sur la mort sur la côte californienne. On va assister à la joie d'un type qui vient de trouver un travail. On va voir des descriptions de squats diverses et variées, d'ailleurs, si vous en voulez une, qui est pas piqué des hannetons. C'est un endroit merveilleux, mais il est difficile d'y séjourner sans risquer de sombrer dans la folie. Le peintre Lanny Meadows aime la musique. Il a installé le haut-parleur de son combiné radiophonique dans la cuisine. L'appareil proprement dit est dans une autre pièce. De cette manière, le gars qui est de corvée de cuisine, au moment de se concentrer sur son ragoût, entend les dinosaures de Stravinsky commencer leur sarabande au-dessus de sa tête. Et le soir, il y a de ces séances d'hécatombe de bouteilles dirigées en général par Pascal. Un gars bien gentil, mais quand il a bu, il perd la boule. Une vraie maison de fous, donc, tout à fait à l'image de ce que disent les journalistes quand ils parlent de la Beat Generation. Et pourtant, cette organisation inoffensive est très agréable pour de jeunes célibataires et tout compte fait, elle présente bien des avantages. Vous pouvez, en entrant dans une pièce ou une autre, trouver le spécialiste que vous cherchez. Chez Ben, par exemple, vous demandez « Hey, qu'est-ce qu'il a dit Bodhidharma au second patriarche ?» Il a dit « Va te faire foutre, fais de ton âme une sorte de mur, ne recherche pas les activités extérieures et fous-moi la paix avec tes projets. »
Et alors, le gars, il est sorti pour aller faire le poirier dans la neige, du coup? Non, ça c'est un autre, c'est Fubard. Donc, Oui. vous voyez un peu l'ambiance de ces livres. Voilà. L'époque de Sur la route, donc le bouquin qui a lancé Kerouac, à l'époque où il était jeune, heureux, frais comme un gardon, qu'il n'était pas encore trop célèbre, il était heureux. Dans Big Sur, c'est un peu différent en fait, parce qu'il il a connu la célébrité, il y a beaucoup de jeunes qui ont commencé à se lancer dans le mouvement beatniks eux aussi. Il écrit des bouquins toujours, mais qui sont de plus en plus mal critiqués. Les gens commencent à en avoir un peu ras-le-bol, et pourtant il devient de plus en plus connu. Il fait des plateaux télé, voilà. Ce qui fait qu'il a de l'argent. Or, un beatnik qui a de l'argent comme Kerouac, qui passe son temps à boire et faire la fête. Et du coup, dans Big Sur, il sort de 3 ans, en fait, de culte perpétuelle, et il a envie de se reposer un peu. Du coup, il va se réfugier à Big Sur, qui est situé sur la côte californienne, pour essayer de goûter un peu à la solitude et à la joie. Pendant 6 jours, il est bien, il est heureux, voilà, il se promène. Et puis après, il entre dans une phase de dépression progressive où il finira par atteindre un stade de folie assez avancé dans le livre, en fait. Il retourne à son ancien style de vie parce qu'il se rend compte que la solitude est insupportable et en fait, on assiste à la descente aux enfers de Kerouac. To the wild. Bah, un peu, ouais. Sauf que là, c'est plus l'inverse. Il a voulu renaître au travers du voyage, de la rencontre et toutes ces choses-là. Et au final, il s'est pas bien renseigné sur les plantes qu'il fallait pas avaler, quoi. Vraiment la Into the Wild. Et d'ailleurs, est-ce que tu penses que le mec dans Into the Wild, j'oublie tout le temps son nom, avait lu Jacques Kerouac avant de partir? Parce que ça se déroule quand déjà l'histoire Bah de justement, Wild? ça se déroule dans les années 70, 80. C'est très probable. Ouais. C'est vraiment très Et probable. ils en parlent jamais dans le film. Ouais. Non. Ce qu'il faut savoir, c'est que Kerouac, lui, du coup, il est mort en 69. Mhm. Et même après la naissance du mouvement hippie, qu'il avait quand même inspiré, il s'est toujours refusé de ce mouvement. Il se disait nationaliste pour la guerre du Vietnam, simplement parce qu'il se méfiait en fait des hippies. Il savait pas trop qui c'était ces types, et il voulait surtout pas être associé à eux au final. Ce qui est quand même marrant à savoir sur la Beat Generation, c'est que des types comme Kerouac, ils écrivent en écriture spontanée, comme si c'était vraiment en face des événements qu'ils sont en train de décrire. Sauf que ça, c'est une technique qu'ils ont héritée de Céline. Ouais, mais aussi des surréalistes, non? Bah, c'est surtout Céline qui cite, en fait, quand on regarde un peu leurs références, oui. Bon, entre nationalistes, on s'entend bien. Hein. Bah ouais, du coup, tu te dis, les hippies ont été inspirés par un type qui lui-même était inspiré par un antisémite, collabo, tout ça. Ouais. Donc c'est assez marrant. La boucle est bouclée. Non, mais ouais. Bah voilà, Céline, Charles Manson, ça se Ouais, voit. complètement. On arrive avec quelque chose d'assez cohérent. Enfin, tout ça pour dire que je vous recommande pas forcément Big Sur, parce que quand on connaît pas Kerouac, on peut se dire, mais putain, c'est qui ce dépressif qui vient nous embêter avec ses angoisses existentielles. Mais par contre, des livres comme Sur la route, ça franchement, je vous les conseille vraiment, parce que la Beat Generation, c'est un mouvement qui est quand même hyper intéressant. Et surtout, il y a plein de références à l'Amérique des années 50 qui sont faites. Kerouac, en fait, il se désignait comme étant un poète qui utilisait le jazz pour caler ses rythmes, en gros. C'était vraiment ça, et le jazz est ultra présent dans Sur la route, et si vous voulez, je sais pas, des descriptions des bordels de Mexico, ou voilà, par exemple. C'est vraiment des très bons bouquins, même traduits. Voilà. Est-ce qu'il y en a autour de la table qui ont lu Sur la route? Arthur, t'avais pas lu Sur la route? Je l'ai commencé, je l'ai jamais fini. Bah pareil. Je me suis lassé au moment où il traversait les États-Unis. Mais c'est un livre qui est à la fois facile à lire et à la fois très difficile à lire. Hein. C'est ambigu parce que ça s'enchaîne tout seul, toutes les descriptions sont agréables et tu rentres dedans facilement. Mais en fait, pour réussir à trouver la beauté dans chaque page sans t'épuiser, quoi, c'est que ça devient chaud à un moment. Oui. Et Kerouac, c'est quand même, enfin, quand tu racontes sa vie, il paraît ultra critiquable, quoi, parce que t'as l'impression qu'il a jamais rien fait, en fait. Il a jamais rien inventé. Bah, il a écrit des livres, et par contre, bon, quand même, il a inventé des choses dans son style, ou en tout cas dans les gens qu'il a inspirés, quand même. Faut au moins lui reconnaître ça. Disons qu'en fait, il a montré qu'il y avait des alternatives au mode de vie américain de ces années-là, oui, bien sûr. Ce qui est quand même pas mal. Non, mais je faisais l'avocat des cons. Il n'y a pas de. Effectivement, moi, je pense que c'est quand même incroyable l'œuvre qu'il a faite, et il faut des romans comme ça. Bon, bah, merci beaucoup, Samuel. On nous fait la chronique de Samuel. Oui, et en plus, il avait lu presque tout le livre. Voilà. Je l'écouterai sur le site de la radio.
Stop. Ezekiel 25:17. Do you know my poetry? You see, in this world, there's two kinds of people, my friend. Étant donné que Sophie n'a presque pas parlé de l'émission, elle va avoir le plaisir de m'introduire. Alors, nous allons maintenant écouter Maxime pour une chronique cinéma sur... Je donne pas de titre tout de suite parce que j'ai un petit jeu que je fais à chaque fois. Mais merci beaucoup pour cette introduction, c'était impressionnant. Donc, je vous rappelle le principe, je donne le titre en franco-français et vous essayez de deviner de quoi je vais parler. Qui sait déjà de quoi je vais parler ici? Je crois que tu m'en as parlé, mais je m'en souviens plus. Ok, merde, bon, vous êtes deux alors. Je vais vous parler de Intraduisible, qui vous donne un nom en anglais. Untradeable? Non, pas du tout. Pas tout à fait, non. Ah mais non, en plus traduction c'est translation, je crois. Ouais. Exactement. Untranslation? Non. Ah, je sais. Oui, vas-y Sophie. Lost in Translation. Exactement. Bonsoir à tous, je suis heureux de commencer cette chronique en vous apprenant que Lost in Translation signifie intraduisible. Ou perdu dans le transfert, comme vous voulez. Donc, aujourd'hui nous allons parler de Lost in Translation de Sofia Coppola. Mais en traduisant ce titre, je me pose une question. Qu'est-ce qui est intraduisible? Nous allons essayer d'y répondre ensemble. La dernière fois, je vous ai parlé de Francis Ford Coppola, que j'ai assez largement dépeint comme un génie, je pense. Maintenant, penchons-nous sur le cas de sa fille, Sofia Coppola, et voyons ce qu'elle nous propose ici. Lost in Translation est sorti en 2003 et raconte l'histoire d'un acteur de la quarantaine en fin de carrière qui ne sait plus où il en est. Et, comment dire? Il rencontre une étudiante en philosophie qui ne sait plus où elle en est. Et tout ça se passe à Tokyo. Et c'est tout en fait, que dire de plus? Deux personnes se rencontrent, parlent, sortent, vont faire la fête, se racontent leur vie, réfléchissent, se rapprochent, dansent, chantent et puis... Et c'est tout, à vous de voir le film en fait. C'est le cas typique de film Sofia Coppola. Vous ne pouvez pas raconter l'intrigue, juste pour le plaisir. Je vais vous raconter l'intrigue d'un autre de ses films, Marie-Antoinette. C'est l'histoire de Marie-Antoinette qui se fait chier à Versailles. Ça donne envie, non? Sauf que voilà, j'ai adoré Lost in Translation et j'ai détesté Marie-Antoinette. Même réalisatrice accompagnée d'acteurs talentueux et financée par son père, mais l'un m'a profondément ému et l'autre m'a profondément enragé. D'abord, ce qui frappe dans tout film de Sofia Coppola, son pharmacone cinématographique, ce qui fait sa gloire et sa honte à mon goût, c'est qu'elle ne sait pas écrire une histoire. Elle semble ignorer totalement la théorie narrative, comment on fait s'imbriquer les intrigues les unes dans les autres, comment on déclenche un élément perturbateur, comment on rend une situation crédible, comment on rend un personnage attachant par ses actes, tout ça est absent. En découle une structure totalement hasardeuse et une intrigue de facto déroutante. Mais c'est ça qui fait toute la sève. Je peux pas vous raconter Lost in Translation parce que c'est une errance de scène en scène, de moment de vie à un autre, de voix en voix, d'image en image. Le cinéma grand public est malheureusement soit soumis à ces règles narratives, soit les enfreint sans même en avoir conscience. Sofia Coppola en a fait une marque de fabrique rafraîchissante et touchante. Parce que sans artifice, sans trucage, sans structure, on est juste mis face à la pureté des sentiments. Alors quand les personnages de Lost in Translation se parlent, c'est comme s'ils hurlaient leur vérité. Pas besoin d'une histoire incroyable, un amour à moitié impossible et vous raconter la vie. Sofia Coppola écrit ses films comme une jeune personne écrirait un poème en vers, libre, en écoutant la musique de Hair, Alone in Tokyo, Seul le soir, de l'autre côté du monde. C'est l'essentiel de ce que je voulais vous dire sur ce film, c'est le plus important. J'espère vous avoir donné envie de le voir avec ça. Le reste, c'est des menus considérations, j'aurais pu ne pas les mettre, mais en fait j'ai trop envie de les mettre. Je me suis demandé pourquoi ça avait marché pour Lost in Translation et son premier film, Virgin Suicide, mais pas pour Marie-Antoinette. Et sans doute pas pour Bling Ring, je pense. L'un de ses récents films. Je confirme. Ça m'étonne pas. Parce que selon moi, cette formule pure et candide, simple d'amour pour l'image, ne fonctionne qu'en présence de personnages attachants, mais profondément attachants. Il faut qu'une empathie immédiate s'opère avec ces chimères cinématographiques, sinon on est dans la résistance avec le film et on se rattache aux images jolies. Ici, le travail est fait. Il y a Scarlett Johansson dont la voix seule fait ressentir une émotion forte comme elle l'a prouvé dans Her, et Bill Murray, l'éternel second rôle, soudainement propulsé devant la caméra, constamment en décalage avec son monde, puisqu'en décalage avec ce rôle exceptionnel. Voilà pourquoi ça marche. Dans Marie-Antoinette, on se retrouve face à deux gamins privilégiés qui ne savent pas quoi faire de leur existence. Difficile de s'attacher, et on les voit manger des gâteaux. Bref. Ce qui reste dans tous ces films, c'est une belle caméra et une belle musique, ce qui suffit pour passer un joli moment. Voilà. Donc n'hésitez pas à regarder les films de Sofia Coppola, c'est toujours cool. Il y a aussi une gestion du rythme qui n'est pas la même dans ces différents films, mais je veux pas m'étendre plus longtemps sur tout ça, sinon c'est le bordel. J'aimerais terminer en répondant à cette question du début. Rappelons-nous, c'est quoi la question du début? Pourquoi intraduisible? Pourquoi intraduisible, c'est ça. Qu'est-ce qui est Lost in Translation dans Lost in Translation? Qu'est-ce qui est intraduisible dans ce film? L'amour? Oui, au premier degré. Les relations humaines?
Les relations humaines sont incompréhensibles, absurdes et magnifiques. On passe à côté des plus belles choses de nos vies, parfois même sans s'en rendre compte. On se balade à Tokyo et on a ce sentiment la nuit tombée, un sentiment cher à Orelsan du chant des sirènes, cette perdition, ce sentiment intraduisible. Et puisque chaque film parle indirectement de cinéma selon Karim Debache, est aussi intraduisible cette magie du grand écran pour nous faire aimer des illusions, pour nous transporter avec les rêveries d'acteurs et de réalisateurs qui parfois, sans savoir ce qu'ils font, émeuvent en étant eux-mêmes. C'est beau. Merci. J'ai une question. Est-ce que ton ressenti sur Lost in Translation et Marie-Antoinette est partagé par les critiques ou c'est vraiment toi qui le ressens comme ça? Je crois que c'est vraiment moi parce que Marie-Antoinette, j'ai commencé à le regarder sans avoir vu ses notes ni quoi que ce soit et genre l'affiche du film elle donne trop envie. Oui, tu bien vois, sûr, mais je veux dire, est-ce que ça se retraduit sur les critiques en général? Effectivement, et c'est un sentiment général. La plupart des gens, hein, quand tu leur demandes de parler de Sofia Coppola, ils disent Lost in Translation est incroyable, Virgin Suicide est étrange, et le reste c'est imbuvable. Les gens ne supportent plus Sofia Coppola, mais en plus Sofia Coppola c'est l'exemple même du truc qu'on prend pour se moquer des bobos qui regardent du cinéma semi-indépendant et tout, donc voilà. Surtout par rapport à son père. Exactement. Du coup, on dit qu'elle est un Ça peu se veut pas vraiment être sponsorisée du... quand même. Oui, excuse-moi. Ça se veut pas vraiment être du cinéma indépendant. C'est pas du cinéma indépendant, mais en fait au niveau. C'est dans le genre film d'auteur. Exactement. Elle se donne un style. C'est-à-dire que niveau budget, on est complètement sur des blockbusters en fait, mais en fait, oui, c'est ça qui est assez drôle. Au niveau des codes cinématographiques, ça reprend tous les codes du cinéma indépendant, c'est-à-dire des dialogues en fait surtravaillés à un point tel qu'ils deviennent artificiels, tu vois, un peu chelou. Et la volonté de faire des images jolies avec pas grand-chose. Bah, Virgin Suicide, ça fait un peu nouvelle vague hein, quand tu le regardes. Carrément, je suis totalement d'accord. L'analogie est super cool. Mais Virgin Suicide, moi je trouve ça trop bien. Moi aussi, j'adore. Si vous voulez, vraiment les deux films, c'est Lost in Translation et Virgin Suicide. Et si je peux vous pitcher Virgin Suicide, c'est 5 filles qui se suicident. On sait pas pourquoi. C'est la première phrase du film, de toute façon, donc aucun spoil. Et c'est vraiment super cool avec... 5 sœurs en plus. Oui, et comment elle s'appelle l'actrice? Kristen Dunst. Ok, super cool. C'est celle qui joue dans Mélancolia. Ouais. Parle bien dans ton micro. Enfin voilà. Et vraiment, moi, Marie-Antoinette, je vous recommande de le regarder parce que c'est vraiment hyper cool à analyser en fait. Ça me fait rire ce que tu as dit tout à l'heure puisque je l'ai vu quand j'étais toute petite et le seul souvenir que j'en garde c'est les gâteaux. Ouais, c'est ça, mais oui. Mais c'est ultra bizarre, hein, ça. Il y a tout un fétiche de la nourriture dans ce film. J'ai rien compris. Hein, faudrait peut-être terminer l'émission, hein, mais je dis ce que j'ai envie de dire. Tout à fait. Dans Marie-Antoinette, il y a un truc ultra bizarre à la fin, quand même. C'est genre la diabolisation du peuple parisien au moment de la Révolution, qui effectivement devait pas être hyper tendre, mais il avait ses raisons. Il avait ses raisons. Et l'héroïsation de Marie-Antoinette qui est obligée de fuir Versailles et qui est en mode putain j'abandonne ma vie et genre j'abandonne mes gâteaux. J'abandonne mes gâteaux, c'est ça. Et genre t'es en mode mais putain c'est trop bizarre. Et genre moi dans Marie-Antoinette j'attendais qu'une chose, c'était le moment où Marie-Antoinette serait ramenée à Versailles et traînée dans la boue et le moment où elle devient vraiment la figure de la mère qui essaie de protéger ses enfants et tout. Dans le film ça n'existe pas. Hein. Bah, un peu comme dans le film sur Mengele où Mengele est présenté en héros. Je connais pas. Mais ce celui film. qu'on l'a vu ensemble à Cinéma L'Herbe. Ah ouais. Oui, avec le super nazi et tout. Oui, mais c'est ça. C'était trop bizarre. Ah ouais, quand il s'en va à la fin dans son avion. Dans son avion avec la musique épique. Je me vengerai. De morale à tiroir dans le cinéma. Non, mais complètement. C'est un peu bizarre. Bon. Je pense qu'on va conclure là-dessus. Question, faisons-nous le débat sur Orelsan ou est-ce qu'on le garde pour une prochaine fois? On le garde pour une prochaine fois. Bon, bah, petit jingle. Bah oui. Non, mais ça me faisait juste penser là, le coup des personnages qui sont dotés d'un aura qui est pas du tout le leur. Dans Big Sur, à un moment, il dit que Gengis Khan est une icône glamour. Voilà, c'est juste ça. Quand on voit le nombre d'enfants qu'a fait Gengis Khan, c'est je ne sais pas, logique. Peut-être, mais bon, est-ce que l'enfantement c'est glamour? Je sais pas. Des questions auxquelles on peut pas répondre. Je commence à dévier dans les sérieux là? Ouais, en plus on dévie dans la saturation, donc on va faire attention. De toute façon, plus personne n'est là. Bon, allez, je pense qu'on va conclure avant de dire plus de conneries. Jingle.
Eh bien, merci à tous d'avoir suivi cette émission. On a été abandonné par la moitié de nos camarades au fur et à mesure de l'émission, mais c'est pas grave, on a réussi à la finir envers et contre tout. Et moi, j'ai été très content de l'enregistrer. Et je pense vraiment que depuis qu'on a la chaîne YouTube, ça va devenir beaucoup plus facile, beaucoup plus sympa pour l'enregistrement, pour la diffusion et tout. Et ça n'augure que de bonnes choses, que de bons projets. Et j'ai hâte de vous retrouver très bientôt. Je vais vous faire un gros bisou et je vous dis à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. À la semaine Bisous. prochaine. Au revoir.